Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je ne vous cache pas que je n'avais absolument pas prévu de tourner un update lecture aujourd'hui puisque pour moi, en lecture papier, je n'avais qu'une seule lecture à vous présenter et donc il fallait que j'attende la semaine prochaine pour le faire. Je savais que j'avais quand même un petit update niveau livre audio à faire, mais j'attendais cet été pour vous le faire. J'étais pas pressée plus que ça, je me suis dit que j'allais le tourner la semaine prochaine et que ce serait très bien comme ça. Sauf que, j'étais en train quand même de remettre bien à jour mon planning, de regarder en termes de vidéos ce que je prévoyais de faire, tout ça. Et je me suis rendu compte que je vous ai posté plusieurs updates lecture, mais que je ne vous ai jamais fait l'update lecture sur le 3e tome du Pont des Tempêtes. Voilà, je ne sais pas où est-ce qu'il est passé celui-là, il semblerait que j'ai complètement oublié de faire un update lecture, donc on va remédier au problème et on va commencer tout de suite. Donc, sans surprise, la première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 3 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, donc c'est l'héritier insoumis. Globalement, pour vous faire un résumé de base très basique, hein, puisque c'est quand même un tome 3, mais je reviendrai juste après sur la chronologie de l'histoire. On va être dans un univers de fantasy où Lara, qui est une des 12 filles qui a été sélectionnée pour être envoyée à Itikana pour épouser le nouveau roi, et faire un traité de paix en fait, tout simplement, puisque Itikana c'est le peuple qui possède le pont, et le pont vraiment c'est ce qui permet de faire du commerce et ça apporte une vraie richesse. Et je me souviens plus trop du nom du peuple de Lara, ça doit être Bref, le père de Lara qui dirige ce royaume, lui tout ce qu'il veut depuis des années, c'est récupérer en fait le pont, tout simplement. Donc 15 ans auparavant, quand il va y avoir un traité de paix entre Itikana et ce peuple-là, dans ce traité de paix-là, il va y avoir une clause qui dit qu'il y a une de ses filles qui va épouser le roi, machin chose et tout, bref. Et donc il va envoyer toutes ses filles qui sont en âge de l'épouser dans 15 ans, dans le désert, vraiment cloîtrées, que personne ne connaît leur existence, pour les former à devenir espionnes, tueuses, tout ce que vous voulez. Donc elles sont archi badass. De fil en aiguille, au début du tome 1, on sait que c'est Lara qui est envoyée à Itikana. Elle va se rendre compte qu'en fait, on lui a lavé plus ou moins le cerveau, que Itikana, c'est pas vraiment les démons dont on lui a fait part, et elle va se prendre d'affection pour ce peuple, et elle ne va plus vouloir les trahir. Mais l'histoire fait que trahison, il va y avoir quand même. Bref, donc en gros, c'est ça l'histoire du tome 1. Et du coup du tome 2 qui va suivre cette trahison-là. J'avais adoré le tome 1 et le tome 2, ça avait été des immenses coups de cœur, j'avais été même obligée d'enchaîner immédiatement à la fin du tome 1 avec le tome 2 parce que c'était juste incroyable, et quelques mois avaient passé avant la sortie du tome 3 et c'était pas plus mal pour moi puisque le tome 3 c'est du point de vue de Kéris, donc le frère de Lara, et de Zara qui est la commandante de la garnison d'un autre royaume en fait, parce qu'il y a plusieurs royaumes, plusieurs peuples, et Zara voilà, ça va être la commandante d'un autre royaume qui était plus ou moins allié à Itikana et qui fait vraiment la guerre au peuple de Lara, mais bref, il y a tout un côté politique, tout ça. Donc j'étais très contente qu'il y ait un laps de temps qui se passe entre ma lecture du tome 2 et la sortie du tome 3. J'ai même fait traîner un petit peu parce que je crois que je l'ai lu au mois de mai, il me semble. Et j'ai été très surprise par le début, et du coup franchement j'ai eu un petit peu de mal parce que j'étais totalement prête à ce que ce soit le point de vue de Kéris et de Zara, ça j'étais prête, et voilà, j'avais très envie de savoir tout ça. Et en fait ce qui m'a totalement désappointée, c'est que je pensais réellement que le tome 3 ça allait commencer après la fin du tome 2 et que cette fois-ci on allait avoir le point de vue de Kéris et de Zara, mais sur l'après. Et en fait, pas du tout, puisque on repart du point de vue de Kéris
au moment où il y a la trahison qui est mise en place à la fin du tome 1. Donc tout le tome 3, c'est la toute fin du tome 1 et tout le tome 2, mais cette fois-ci du point de vue de Kéris et de Zara. Donc là, je vous cache pas qu'au début, je me suis dit « Ah bah en fait, ça va pas trop le faire », même si globalement, on ne sait pas ce qui se passe vraiment du point de vue de Zara et du point de vue de Kéris. On a quelques informations parce que l'histoire du tome 2 va faire qu'on va avoir des informations sur ces deux personnages-là, mais sinon, globalement, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et j'avais pas spécialement envie de refaire une lecture du tome 2 d'un autre point de vue. Et finalement, de fil en aiguille, j'ai adoré ma lecture. Coup de cœur aussi monumental parce que le personnage de Kéris et de Zara aussi d'ailleurs, je les adore tous les deux, j'aime énormément leur point de vue sur la société, ce qu'ils ont envie de changer pour que leur peuple puisse vivre en paix. Je trouve ça vraiment trop chouette et de voir la difficulté qu'ils vont devoir combattre pour pouvoir mettre ça en place, je trouve ça super chouette. Le personnage de Kéris est vraiment juste trop mignon, trop choupi et je l'adore d'amour, hein, clairement. Et en fait, c'était pas si désagréable que ça de voir l'évolution du tome 2. Très vite, en fait, j'ai réussi à passer outre et j'ai passé un excellent moment de lecture. Surtout que, bien évidemment, vous savez que j'adore quand les personnages principaux, ou secondaires d'ailleurs, mais j'ai une petite préférence pour les personnages principaux qui souffrent, et là, en l'occurrence, on va avoir de la souffrance, que ce soit physique ou mentale d'ailleurs, et je trouve ça très très chouette. Et j'ai eu une expérience de lecture un petit peu particulière, et du coup, la toute fin, ça annonce un tome 4 de folie et j'ai très hâte de lire le tome 4, mais les conditions dans lesquelles j'ai lu la fin de ce tome 3, bah ça a un petit peu entaché ma lecture, au même titre que le début où je m'attendais pas du tout à ce contexte-là d'histoire. En fait, ma liseuse a décidé de me lâcher et de ne pas m'autoriser à lire les 2 derniers chapitres de ce tome 3. Mais vraiment, elle ne voulait pas lire les 2 derniers chapitres de ce tome 3. Je ne sais absolument pas pourquoi. J'étais extrêmement frustrée et il a fallu que j'attende 2 jours qu'on puisse aller à Carrefour, je crois. Et donc j'ai lu la fin de l'avant-dernier chapitre debout dans Carrefour avec des DVD qui passaient à côté de moi. Et j'ai fini de lire dans la voiture parce que j'ai pris en photo les 2 dernières pages du livre parce que ça faisait trop de bruit et puis il fallait vraiment qu'on y aille et tout. Donc globalement, pas le meilleur spot pour lire et pas la meilleure expérience de lecture. J'aurais préféré l'avoir en papier, hein, clairement. Normalement, je vais récupérer le tome 3 en papier pour mon anniversaire puisque j'ai demandé la trilogie pour mon anniversaire. D'ailleurs, je vous remontrerai ça très prochainement, mais avec ma soeur, on va très certainement faire un jaspage maison pour la trilogie, qui n'est pas une trilogie d'ailleurs, sur Le Pont des Tempêtes. Bref, je clôture cette parenthèse qui n'a rien à faire ici. Et donc, voilà pour ce tome 3 en fait. J'ai aimé retrouver le personnage de Lara et de Aren qu'on voit en second plan du coup, mais j'ai vraiment aimé voir par un autre regard en fait leur histoire. Le personnage de Kéris et de Zara, j'ai adoré. J'ai aimé voir comment Kéris il essaye de se rebeller par rapport à son père. Des fois il va aller dans son sens pour essayer de faire changer les choses et manipuler son père pour avoir ce qu'il veut finalement, même s'il doit faire des choses détestables. Et j'ai adoré la fin du Merle. Pour ceux qui ont lu Le Pont des Tempêtes, vous voyez qui est le personnage du Merle. Donc clairement c'est un espion à la solde de Sylas, donc le roi maridrinien, bref, le père de Kéris quoi. Et il est horrible, il torture les prisonniers avec un côté mais sadique comme pas possible, mais il est horrible. Et il va y avoir un affrontement entre Kéris et le Merle à la toute fin. Et pour ceux qui l'ont lu, j'ai des frissons là d'y repenser, mais j'adore cet échange-là, j'adore comment le Merle va modeler la situation pour que ça aille dans son sens, alors qu'il est vraiment dans une situation compliquée, mais il va réussir à tirer son épingle du jeu et
et à faire en sorte de gagner plus ou moins. Et j'ai adoré. Ce passage-là, franchement, je le trouve trop bien, trop intelligent. Mais je vous jure, j'ai des frissons là d'y repenser, franchement, trop cool. Donc franchement, je vous conseille ce tome 3 chaudement. Je vous dis quand même, c'est une réécriture du coup du point de vue de Kiris et de Zara sur le tome 2. Si vous ne vous y attendez pas et que vous n'avez pas forcément envie de ça, en fait c'est vraiment très bien. Mais c'est vrai que ça peut désappointer un petit peu au début, en tout cas ça a été mon cas. Et voilà, mais sinon, n'hésitez pas une seule seconde parce que c'était juste trop bien. Et maintenant, je vais vous parler de ma dernière lecture, mais vraiment toute dernière, que j'ai terminée dimanche dernier, donc le jour de la fête des pères pour moi, parce que cette vidéo-là, je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la poster, mais c'est pas tout de suite maintenant en tout cas. Et donc, j'ai lu le tome 3 de la charmante librairie de Jenny Colgan, et là c'est la charmante librairie des amours lointaines. Alors, même si c'est un tome 3, globalement, on peut quand même les lire indépendamment les uns des autres. C'est juste qu'à chaque fois, on va avoir des clins d'œil par rapport aux personnages des tomes précédents et il va y avoir un côté nostalgique de les revoir, mais sinon, c'est vrai que si on n'a pas lu les tomes précédents, c'est pas grave du tout. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2, donc le tome 1 sur Nina qui va lancer la charmante librairie justement, et le tome 2 sur Zoé qui va être nounou en fait, et qui va quand même se greffer un petit peu à la charmante librairie. Là, on va un petit peu délaisser la librairie puisque ça va être juste des anecdotes par rapport aux anciens personnages. Mais dans ce tome-là, on va se concentrer sur Lisa, qui est infirmière de liaison à Londres. Donc elle va faire en sorte que les patients qui sont retournés chez eux ne reviennent pas à l'hôpital et donc faire les soins nécessaires et faire en sorte que justement tout se passe bien pour eux chez eux et éviter d'engorger les urgences et les hôpitaux en fait. En parallèle, on a Cormac qui vit, alors je ne saurais pas vous dire le nom du patelin, mais c'est le patelin où la charmante librairie a été mise en place par Nina dans le tome 1, donc en Écosse. Et c'est pareil, il est infirmier de liaison dans cet endroit-là. Il revient aussi de la guerre parce qu'il faisait partie de l'armée en tant qu'infirmier justement. Et ça démarre, on va avoir Lisa qui va vivre quelque chose de traumatisant. Je vous en reparlerai après, mais bon, bref. Elle vit quelque chose de traumatisant, elle n'arrive pas à s'en remettre. Et du coup, sa hiérarchie va lui dire qu'elle a besoin de couper totalement et de partir 3 mois en échange de poste avec quelqu'un d'autre. Et il se trouve que Cormac va subir cet échange au même titre que Lisa, donc ils vont échanger leur place. Lisa va se retrouver dans la maison et avec les patients de Cormac en Écosse, et Cormac va arriver à Londres pour reprendre la patientèle de Lisa. Voilà, globalement c'est ça, et évidemment on se doute qu'il va y avoir une histoire d'amour entre les deux, même si c'est à distance, puisque au final ils ne se croisent jamais. Ils vont juste s'échanger des mails pour se donner des informations sur les patients de prime abord, et après, bon bah voilà, il va y avoir d'autres échanges un petit peu plus personnels. Et là, à mon avis, j'ai bien aimé ma lecture. Mais j'ai eu beaucoup de mal au début pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage. Déjà parce que à chaque chapitre, on va switcher de point de vue. Et les chapitres sur Cormac, ils sont très courts. Et il n'y a rien, je trouve. Il n'y a pas j'ai pas la petite étincelle pour Cormac. Vraiment, je trouve que c'est un personnage qui est plat, qui n'est pas très intéressant. Et le personnage de Lisa, c'est compliqué parce que je suis d'accord que c'est traumatisant ce qu'elle va vivre. Je suis d'accord que ça peut engendrer un stress post-traumatique, mais je trouve qu'elle surréagit en fait à la situation parce que il va y avoir quelque chose qui va se passer pour un personnage de cette histoire-là que Lisa connaît. Elle va être témoin de cette chose-là et elle connaît ce personnage-là, mais elle le connaît un petit peu de vue, mais pas... genre c'est pas un de ses proches ultimes. Et je peux comprendre, je le redis, je peux comprendre que ce soit très traumatisant, mais je trouve qu'elle surréagit et que ça prend des proportions terribles. Alors peut-être que si je vivais la même chose, je serais traumatisée au même titre qu'elle, mais là je trouvais que c'était trop.
Et du coup, le début, franchement, j'ai eu vraiment beaucoup de mal. Et quand la première partie s'est terminée et où là, il y a vraiment le switch entre les deux personnages, là, j'ai vraiment apprécié ma lecture parce que j'ai trouvé ça très très chouette de voir le dépaysement total des deux personnages. Lisa qui arrive en Écosse où tout le monde se connaît, où tout est vert, beau, l'air est pur, où c'est tranquille, où il n'y a pas de stress, et où Cormac, lui par contre, il arrive à Londres et où personne ne se connaît, il y a du bruit, il y a de la pollution, il y a de la chaleur, il y a beaucoup de choses très désagréables et qui nous agressent un petit peu, et j'ai vraiment aimé ce dépaysement total et ce chamboulement là des deux personnages. Et j'ai aussi beaucoup apprécié le fait que chacun va apprécier petit à petit son expérience. Cormac, il va trouver un charme à Londres quand même, il va trouver des points positifs, et Lisa pareil, même si au début elle a encore du mal, elle est très fragile d'ailleurs pendant un bon moment, mais elle va trouver des points négatifs au début parce que le fait que tout le monde se mêle de ta vie, tout ça, c'est compliqué pour elle. Mais elle va apprécier justement ce calme, cette verdure, cet air frais. Et j'aime beaucoup le changement de point de vue qui va s'opérer petit à petit. C'était très chouette. J'aime aussi énormément les échanges entre Lisa et Cormac. J'aime aussi beaucoup le personnage de Kim Ange, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc c'est la meilleure amie de Lisa en fait, qui va prendre un petit peu Cormac sous son aile parce que elle fait partie du même foyer d'infirmiers où Cormac va venir s'installer. Tout ça c'est très très chouette et j'ai passé un agréable moment de lecture. Je vais pas vous dire que c'était un coup de cœur parce que c'était pas vrai. C'était clairement pas vrai, mais j'ai apprécié quand même ma lecture. C'était très chouette de retrouver la plume de Jenny Colgan. Mais voilà, il y a eu trop de... Il y a eu un début vraiment trop difficile pour moi, trop d'investissement du personnage de Lisa dans cette situation. Alors peut-être que c'est crédible, mais moi j'ai eu du mal à trouver ça vraiment très crédible. Et ce que je vais reprocher aussi un petit peu, mais souvent c'est comme ça quand même dans les Jenny Colgan, c'est que la fin, elle est... On sait ce qui va se passer, mais on sait juste, on ne le lit pas. Et j'étais un petit peu déçue de cette fin qui est résolue très très rapidement. En 20 pages, c'est terminé. Et on sait que ça va aller vers cette direction-là, mais on ne le voit pas. Et voilà, c'est mon petit bémol aussi. Donc, très agréable lecture, mais pas un coup de cœur. Et j'ai préféré largement le tome 1 et le tome 2 qui étaient vraiment trop bien. Et, mais le côté Écosse, tout ça, c'est quand même assez dépaysant et c'était très chouette de voir l'évolution de ces deux personnages, comment Lisa elle va s'en sortir, comment Cormac va essayer de l'aider. Et je vous disais au tout début que j'arrivais pas du tout à m'attacher au personnage de Cormac. Et en fait, je me suis vachement attachée à lui, beaucoup plus qu'à Lisa d'ailleurs, parce que Lisa, elle me déplaît pas, mais voilà, sans plus, alors que Cormac, vraiment, il est trop mignon. Et Ned, je crois que c'est Ned ou Teddy, bref, le hérisson, il est trop mignon, mais vraiment trop mignon, je l'aime d'amour. Pas autant que Neil dans la petite boulangerie, mais il est trop mignon. Et c'est vrai que ces petits familiers là, dans les romans de Jenny Colgan, je trouve ça trop chou et trop mignon et trop attendrissant. Et c'est un petit plus quand même, donc... Voilà globalement ce que j'ai pensé du tome 3 de la charmante librairie de Jenny Colgan. Je vous le conseille quand même, mais pour moi c'était pas mon préféré, c'était pas le meilleur. Et on verra s'il y a une suite ou pas. S'il y a une suite version roman de Noël, je pense que je ne le lirai pas parce que je suis pas trop fan des romans de Noël. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette update lecture vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!